Alright. What's good les bums? Max Carabine. Vous savez déjà, évidemment. Sinon, bienvenue sur la chaîne. Abonne-toi, le gros. On est pas loin du 500 abonnés. Puis je veux get ça d'ici 2025, les potes. Fait que faites ça en grand nombre. Aujourd'hui, on est là pour faire les analyses et prédictions de Samouraï MMA 12, carte prestige de l'organisation qui aura lieu ce vendredi le 15 novembre. Si je ne me trompe pas, j'enregistre cette vidéo le 25 octobre. Donc, un bon 3 semaines avant la carte parce que je suis en Thaïlande en ce moment. Puis, pas le goût de faire des vidéos pendant que je suis sur les plages thaïlandaises. Donc, évidemment, j'avais quand même envie de faire une petite prédiction, une petite carte d'analyse et prédiction de Samouraï MMA 12. Donc, me voilà, les chums. Fait qu'on va discuter de tous les combats de la carte de Samouraï MMA. La bataille du Nord, carte Samouraï face à Battlefield Fight League, qui est comme l'organisation de MMA canadienne numéro 1 à l'ouest, dans l'ouest canadien, principalement en plus à Vancouver. Donc, c'est ça, on va faire ça. Rapido presto, les chums. Question juste de mettre la table, puis que vous sachiez, je suis où là, dans cette carte-là, puis qu'est-ce qu'il y en est. Tout d'abord, le pote Olivier Poisson, fraîchement sorti d'une victoire Samouraï MMA 11. Belle victoire, là. Soumission, premier round, très dominant. Olivier Poisson. Pas affronter un gros bonhomme là, en Yon Scobio Alla. Tout mon respect à Yohan. Mais Olivier était de loin supérieur. Cette fois-ci, un plus gros test pour Olivier. Il va affronter Sina Mahani, représentant du Battlefield Fight League. 1-0 lui aussi. Donc les deux jeunes hommes qui vont arriver là, dans la cage avec une fiche identique. Toujours invaincu chez les professionnels. Sina Mahani qui a également une belle fiche en amateur. Tous ces combats ont été faits dans l'organisation du Battlefield Fight League. Fait qu'on a vraiment un samouraï BFL pour commencer la carte. Également un bon grappler, Sina Mahani, tout comme Olivier Poisson. Là. Olivier a un bon background de kickboxing. Lui qui s'entraîne au H2O MMA, mais c'est principalement un grappler, on l'a vu face à Yon Scobioala. Olivier dominant va affronter encore une fois Sina Mahani, un gars qui, j'ose croire, est un petit peu plus sérieux que le dernier adversaire de Olivier. Un gars qui a des soumissions à son actif. Lui aussi, sa première victoire chez les pros à son seul combat, ça a été par soumission. Ça fait 2 ans de ça, par contre. Qu'est-ce qui va être un petit peu rouillé, le chum Sina Mahani? Je lui souhaite pas parce qu'Olivier Poisson est bien huilé. Lui qui revient effectivement d'une très belle victoire là, à peine 2 mois de ça. Comment ça va se dérouler, je pourrais pas vous dire parce que ça reste deux gars qui sont vraiment au début de leur carrière professionnelle. Je pense qu'on va avoir droit à des bons échanges en grappling. Des fois, quand tu as 2 gars qui s'équivalent un petit peu au sol, puis en jiu-jitsu, on a le droit à un slugfest sur les pieds. Je dirais pas non, honnêtement. Je pense que ça va être un bon combat. J'ai pas l'impression qu'il va y avoir un finish rapide dans ce combat-là. Parce que c'est 2 gars qui ont sensiblement le même niveau d'expérience. Fait que je pourrais m'attendre à des feux d'artifice dans ce combat entre Olivier Poisson et Sina Mahani. L'ordre n'est pas officiel non plus. Là, c'est à peu près ce que je soupçonne qu'il va arriver là, en termes d'ordre de combat, mais c'est rien d'officiel, les chums. Ensuite, passons à Diego Santos, le chum Diego, qui s'entraîne au Team 360 MMA. Un gars qui a quelques combats, là, dans le fond, il y a une fiche de 4-2. Il y a quelques combats à Unified MMA. C'est un Brésilien qui s'est amené au Canada là, depuis, je dirais, 4-5 ans, disons. Je pense que c'est autour du début de la pandémie là, que le chum s'est amené ici pour poursuivre sa carrière en arts martiaux mixtes. Il a gagné ses 2 premiers combats au Canada chez PFA. En fait, non, c'est faux. PFA, c'est une organisation brésilienne. Fait qu'il s'est battu pour PFA, là, 4 victoires, 0 défaites à PFA. Son dernier combat à PFA. Il y a 2 combats à PFA. Puis il y a 2 combats aussi sur la scène vraiment plus régionale brésilienne. Ses 2 derniers combats au Brésil avant de s'en venir, c'était à PFA. Invaincu à ce moment-là, 4-0. En 2022,
tout près de 2023, là, décembre 2022, fait son premier combat à Unified face à John Nguyen. John Nguyen qu'on a vu terrasser Majed Amo, qu'on a vu donner tout un combat à Matteo Vogel, si je ne me trompe pas aussi. Là, je pense qu'il a battu Vogel puis il a perdu au rematch. Mais John Nguyen, on ne le connaissait pas tellement à ce moment-là quand il s'est battu contre Diego, mais on a appris à le découvrir. Fait que c'est pas une défaite très humiliante là, pour Diego Santos, qui s'est fait terminer body shot par John Nguyen. Puis après ça, il a perdu son autre combat à Unified il y a un petit peu plus d'1 an de ça, le 8 septembre 2023. Doctor Stoppage face à Nick Leblanc. T'as bien amoché, là, Diego, si je me souviens bien. Là, je pense que c'était au niveau des yeux. Là, il y avait peut-être un œil qui ne voyait plus, fait qu'on a arrêté le combat. Donc, toujours à la recherche d'une première victoire en sol canadien. Diego Santos, comme je l'ai dit, s'entraîne au Team 360 MMA avec le seul et unique Antoine Chaput et coach Sifu Marc Beauchamp. Fait qu'une belle équipe qui entoure Diego. C'est quand même récent, là, son move à Team 360 MMA, si je me souviens bien. Là, ça va être probablement son premier combat sous ce gym-là. Fait que à suivre, Diego, qui est un gars qui est bon un petit peu partout. Déjà un finish via strike, mais je pense que c'est un gars qui ne déteste pas non plus grappler. Puis évidemment, son origine brésilienne nous laisse croire qu'il y a un pas pire jiu-jitsu également, le chum. Fait qu'un bon all-around fighter. Il va affronter Raph Ouellette. Ça, je suis assez hype de voir ça. Là, Raphaël Ouellette, gros slugger, gros banger. C'est la réincarnation canadienne de Nate Diaz. Une victoire, 2 défaites chez les pros. Mais encore tout jeune dans sa carrière, là, mais pas une super fiche pour l'instant. Raph qui a perdu son premier combat chez les pros à BFL. Donc, on a vraiment un gars de samouraï en Diego Santos qui va affronter un gars de BFL en Raph Ouellette. Première défaite par décision unanime. Ensuite, belle victoire sur Yann Maslov. Rear naked choke dès le premier round. Puis s'est incliné à son dernier combat là, en mai 2024. Décision unanime. Donc, pas un gars qui se fait finir. Puis dans ce combat-là, si je me souviens bien, il s'était fait allumer raide. C'est un gars, là, même s'il se fait défoncer la gueule, là, Raphaël Ouellette, là, il continue d'avancer. Vraiment à la Nate Diaz. Là, il va continuer de te trash talk. Même si tu es en train de sacrer une volée. C'est un gars qui a un slick jiu-jitsu, là, vraiment. Il est allé chercher sa seule victoire chez les pros par jiu-jitsu. Puis sinon, chez les amateurs aussi, là, 2 victoires par armbar. Fait que je ne serais pas surpris de le voir essayer de grappler contre Diego Santos. Je pense que Diego Santos va être plus gros, plus physique que Raph, mais je pense que Raph va peut-être être un petit peu plus slick au sol. Puis va être un petit peu plus un slick boxer aussi sur les pieds, là, vraiment fluide. Comme boxe là, sur les pieds, tandis que Diego, lui, c'est plus comme un bull. Là. Il va frapper plus fort, j'ai l'impression. Peut-être un peu moins technique, mais vraiment plus comme frappe pour faire mal. Raph, lui, vraiment le style Nate Diaz. Là. Beaucoup de volume. Va vraiment être d'en face de Diego Santos tout le long, va le trash-talker comme pas possible. Fait que honnêtement, j'anticipe un gros fight entre Diego Santos et Raphaël Ouellette. Là. Ça devrait être très excitant. Je ne vois pas vraiment de finish. Je pense que s'il y a un finish qui va se faire dans ce fight-là, c'est Raph Ouellette qui va réussir à soumettre Diego Santos. Parce que Diego, je pense pas qu'il peut soumettre Raph Ouellette. Pas que je connais plus ou moins son jiu, là, Diego. Là. Mais je pense que Raph est très, très bon au sol. Je le vois pas se faire soumettre. Puis même si Diego sacre une volée sur les pieds à Raph Ouellette, il s'en ira pas. Là. Fait que je pense que si tu veux bêter le finish, ça va être pour Raph Ouellette. Mais je pense que Diego Santos est là aussi pour aller chercher une victoire. Il va être gonflé à bloc, là, ce bas à Montréal avec son nouveau camp. Fait que, non, ça promet, cette fight-là. Après ça, j'ai l'autre frère, Nick Ouellette. Nick Ouellette qui est excellent, là, lui aussi, vraiment. Le deuxième frère... j'ai oublié de sortir son tableau. Nick Ouellette. Qui va affronter nul autre que Mehdi Zaidvan, comme vous pouvez le voir, là, les magnifiques affiches. Nick Ouellette, 4 victoires, 2 défaites, contrairement à 4 victoires et aucune défaite, toujours invaincu, Mehdi Zaidvan. Nick Ouellette, vraiment un grappler. Là. Si son frère est bon et il est slick au sol, là, Nick Ouellette, il est excessivement bon. Puis peut te snatcher un bras là, assez rapidement. Il avait donné tout un combat à Matteo Vogel, qui est un des meilleurs 145 au pays. Ça avait été du back and forth, décision majoritaire pour Matteo Vogel. Fait que, c'était seulement son 3e combat chez les pros. Nick Ouellette qui avait été chercher 2 victoires par soumission au premier round lors de ses 2 premiers combats professionnels, dont l'un contre K-Pop, Kevin Popovic Bastien. Fait que 2-0,
BFL, Battlefield Fight League, l'envoie pour la ceinture contre Matteo Vogel. Gros fight. Un magnifique combat de grappling. Beaucoup de scramble, beaucoup de revirements de situation au sol. C'était fantastique. S'incline face à Matteo Vogel. Après ça, affronte notre boy Max Soucy. Puis s'est fait TKO par Max Soucy. Body kick au foie qui avait terrassé Nick Ouellet. Toute une victoire pour Max Soucy dans ce combat-là. Par la suite, enchaîné 2 victoires par soumission. Fait que en 4 victoires chez les pros, il est 4 victoires par soumission. Seul problème pour Nick Ouellet, c'est qu'il affronte Mehdi Zaidvan, un des meilleurs lutteurs sur la scène canadienne. Pas un gars qui se fait soumettre aisément. Mehdi Zaidvan, quoi qu'il avait failli se faire prendre dans un armbar par Mauricio Cruz. Mais après ça, procéder à slammer Mauricio Cruz inconsciemment sur le canvas puis se libérer du armbar. Fait que j'espère que c'est pas un sort de la sorte qui attend le chum Nick Ouellet. Je m'attends à un bon fight. Je pense que Nick va essayer de grappler, évidemment, là, parce que ça va être difficile pour lui de striker contre Mehdi Zaidvan. Nick va devoir essayer de garder. C'est soit il est à distance de kick ou il est collé à Mehdi Zaidvan puis il va au sol. Parce qu'il va peut-être pas être en mesure de soumettre Mehdi Zaidvan, mais je pense que s'il veut gagner le fight, il va falloir qu'il grapple puis qu'il contrôle Mehdi. Mais encore une fois, Mehdi, fou lutteur, donc pas tâche facile. Mais Nick ne peut pas se permettre d'échanger coup pour coup dans la zone de boxe contre Mehdi Zaidvan parce qu'il frappe très fort. C'est fait finir par Max Soucy, c'était un coup de pied. Mais ouais, je pense que Mehdi, c'est vraiment plus un boxeur qu'un kickboxer. Fait que Nick doit rester à distance ou coller sur Mehdi Zaidvan. Mais coller contre Mehdi Zaidvan, c'est pas non plus une bonne idée parce que le gars, c'est un lutteur. Fait que pas un match-up facile pour Nick Ouellet. Tandis que Mehdi Zaidvan, lui, il va foncer de l'avant, il va lancer des gros body hooks, il va lancer des grosses mains droites au visage de Nick Ouellet. Il n'aura pas peur quand ça va être en lutte, évidemment, ce combat-là, un des meilleurs lutteurs, encore une fois, sur la scène canadienne. Puis au sol, je pense que Nick Ouellet est un bien meilleur submission artist que Mehdi Zaidvan. Mehdi est un top aussi, là, s'entraîne au TriStar avec Firas Zahabi. Pas l'impression qu'il tape souvent, là, même à l'entraînement, Mehdi Zaidvan. Fait que je vois Mehdi Zaidvan l'emporter dans ce combat-là. Parce qu'il y a plus comme de... Ça va être une décision, là, peu importe, là, à moins qu'il réussisse vraiment à knocker Nick Ouellet. Ce qui n'est pas impossible non plus, il frappe fort, le Mehdi Zaidvan. Puis quand il réussit à te faire mal, il finit les combats d'habitude. Fait que je pourrais voir Mehdi Zaidvan aller chercher un finish sur le frère Ouellet. Puis ce serait une victoire de plus pour Samouraï MMA contre un gars de BFL. Après, Amin Al-Melik contre Charles Azoulay, le pirate. Al-Melik qu'on a vu dans un combat face à le chum The African Assassin. Alain Majoric. Puis ça avait été un bon combat. Là. Amin Al-Melik qui avait drop Alain au début du combat. Alain qui était revenu en force, là, qui avait réussi justement à contrôler le restant du combat. Troisième round avait amené Al-Melik au sol. Fait que je sais pas, honnêtement, c'est un bon fight parce que Al-Melik, c'est un bon kickboxer à distance. Charles Azoulay, il est bon partout. Là. 4 victoires, 2 défaites. Il est justement sur 3 victoires d'affilée par finish, 2 KO, 1 soumission à son dernier combat. Fait que je pense que la voie la plus smart pour Charles Azoulay pour aller chercher la victoire, ce serait probablement d'amener Al-Melik au sol puis de le soumettre, chose qui est largement capable de faire, Azoulay. Mais c'est pas un mauvais striker non plus, Azoulay. Sauf que c'est dangereux contre Al-Melik parce qu'Al-Melik est tellement grand, il peut vraiment te faire mal avec ses coups de pied et puis avec sa portée là, au niveau des mains. Là, encore une fois, il avait réussi à drop. Ou c'est-tu Alain qui avait drop Amin Al-Melik au début du premier round, puis là, il avait essayé de le finir au sol, puis il s'était peut-être essoufflé. Peut-être que je mélange les choses. Ça avait été un bon combat, tout de moins, ça c'est sûr. Puis une belle victoire. Pas facile, honnêtement, pour Alain Majoric. Là. Certains avaient même vu Al-Melik gagnant dans ce combat-là. Mais bref, tout ça pour dire que c'est un bon striker à distance, Al-Melik. Puis au sol, il n'y a pas de doute que l'avantage est du côté de Charles Azoulay. Fait que je peux voir un Charles essayer d'échanger avec Al-Melik sur les pieds, mais se rendre vite compte que c'est pas le fun de trader coup pour coup avec Al-Melik, puis probablement essayer de catcher un kick ou juste shooter pour un takedown, puis amener Al-Melik au sol, puis procéder à le soumettre, là, parce qu'il y a un très bon grappling, très bon jiu-jitsu, le chum Charles Azoulay. Fait que je vois le pirate l'emporter, puis une victoire de plus pour Samouraï MMA.
Après ça, gros fight, Karim Hennian contre Mitch Trazella. Karim Hennian, alias Gargamel, a fait beaucoup de bruit à la première conférence de presse. Grâce à moi, c'est parce que c'est moi qui ai posé la question, les chums. Par rapport à ce qu'il avait trouvé dans le combat Mitch Trazella contre Alain Majoric. Puis là, il avait dit que les deux, c'est des schtroumpfs qui est largement supérieur à ces deux gars-là. Puis qu'il va commencer par passer Mitch Trazella, mais qu'après ça, il va aller battre Alain Majoric à Gatineau pour la ceinture. Fait qu'il a mis la table là, pour une belle rivalité Karim Hennian, mais va d'abord devoir passer par-dessus Mitch Trazella. Je le répète, Mitch Trazella, gros fight contre Alain Majoric à la dernière carte de Samouraï. Un brawl, vraiment, un beau striking fluide de la part de Mitch Trazella. Il a passé à plusieurs reprises une bonne guillotine, puis il a failli terminer Majoric sur les pieds, là, mais Alain nous a montré qu'il y avait le dog in him, puis Alain avait landé un spinning elbow qui avait comme changé le vent de bord. Alain aussi avait passé proche de Mitch Trazella. Alain Majoric has that dog in him, mais Mitch Trazella aussi, c'est un gros chien. Perso, c'est drôle à dire parce que c'est le gars de BFL, mais on le connaît un peu plus que Karim Hennian parce que Karim, on ne l'a jamais vraiment vu se battre au Québec, si ce n'est qu'en amateur. Mais je sais que c'est un complet maniaque, c'est vraiment un kamikaze. Karim Hennian, là, il va sortir pour te faire mal, pour te sauter dessus. Pas un gars qui contrôle nécessairement sa distance. Là. Il va te rentrer dedans, flying knee, front kick, va tomber dans toi, prêt à strike avec toi, grappler, ça s'en va au sol, il n'y a pas de problème avec ça. Karim, lui, peu importe où ça s'en va, il est down. Il est dans un fight. C'est pas un gars qui est super calculé, encore une fois, dans ses combats. Tandis que Mitch Trazella a un petit peu plus d'expérience, avec 4-3. Donc, il y a 7 combats chez les pros, tandis que Karim en a seulement 3. Donc, plus d'expérience, encore une fois, Karim. Mitch revient d'une grosse défaite face à Alain Majoric, donc a déjà connu la défaite. Mitch Trazella, contrairement à Karim Hennian, toujours invaincu. Mitch Trazella, plus un striker, plus calculé que Karim Hennian. Je pense que Karim est supérieur. Je pense que Karim va l'emporter, mais je pense que Karim ne peut pas sous-estimer, encore une fois, Mitch Trazella, parce que Mitch, il est slick. Il peut te pogner dans une guillotine à un moment donné, puis tu t'en attends pas. Il va être bien dur, honnêtement, à finir. Cardio-wise, c'est un top E2. Ça avait été tout un brawl là, contre Alain Majoric, puis Trazella était là du début jusqu'à la fin. Karim, c'est un complet maniaque, encore une fois. Fait que je pense qu'il y a le cardio pour toffer. Mais il y a beaucoup d'énergie, puis beaucoup d'excitation, puis beaucoup de nervosité quand il se bat. Fait que c'est quelque chose qui pourrait lui nuire si jamais il y a un premier. Il essaye vraiment rapidement de terminer Mitch Trazella, puis Mitch est dur. Je pense que Karim pourrait peut-être perdre beaucoup d'énergie à essayer de finir Trazella. Puis Trazella pourrait peut-être comme mieux terminer le combat, là, si on veut. Là. Fait que c'est un combat qui, selon moi, va se rendre jusqu'à la limite. Fait que Karim est supérieur, Karim est plus dangereux. Peut-être un meilleur sol également. Il s'agit juste de contrôler ses émotions et son agressivité là, pour Hennian, puis il va être en mesure d'aller chercher la victoire. Fait que je pense que s'il est plus posé, un petit peu plus posé que d'habitude, puis il ne laisse pas le moment le contrôler puis sortir encore une fois comme un maniaque, je pense qu'il y a ce qu'il faut pour battre Mitch Trazella, mais Mitch Trazella, il est live. C'est un dog dans ce fight-là, puis il va pas donner ça facile là, à Karim. Fait que c'est un fou combat que je pense que Karim va emporter. Mais l'expérience de Trazella pourrait jouer en sa faveur là, dans ce fight-là, à suivre. Ce qui nous mène au combat entre Adam Posner de Battlefield Fight League, le champion de BFL qu'on a vu venir affronter Francesco Lepore à la TOU la dernière fois, avait soumis Lepore aisément au premier round, va affronter Truckon Carson, qui ne représente pas Samouraï MMA, du moins je l'espère. Mais c'est son premier combat pour l'organisation. Va affronter le gars de BFL. Truckon Carson, beaucoup d'expérience, toujours invaincu en MMA, s'est déjà battu au BKFC également. C'est un tueur. C'est un gars qui veut faire mal, qui a confiance en lui.
c'est un striker, évidemment, d'où son expérience au Bare Knuckle Fighting Championship. Mais en termes de talent, Adam Posner est à des années-lumière, honnêtement. Je pense même que Francesco Lepore bat Trucken Carson, puis on a vu comment Adam Posner s'est occupé de Francesco Lepore. Fait que Adam Posner va soumettre Trucken Carson aisément au premier round. C'est mon call. Je pense que Trucken Carson a justement l'agressivité, puis s'il réussit à imposer moindrement son style à Adam Posner, puis réussit à lui faire mal, peut-être qu'Adam va être comme ouf, je sais pas si je suis down d'affronter ce gars-là coup pour coup. Mais comme je dis, en termes de talent, là, je pense qu'Adam Posner va rapidement contrôler le chum Trucken Carson qui a une victoire par KO. Toujours invaincu en MMA quand même. Fait que c'est pas un pied de céleri, Trucken Carson. Revient d'une victoire par KO à 13 secondes au premier round, puis une guillotine en 10 secondes au premier round. Fait que c'est un gars qui il va sortir comme un dégénéré, là, Trucken Carson, d'après moi. Fait que c'est là qu'on va voir si Adam Posner est vraiment le real deal. Il va être capable de comme tempérer rapidement la tempête de Trucken Carson. Puis si le combat passe la minute, c'est Adam Posner qui l'emporte. Pas impossible de voir Trucken Carson lander un truc début de combat, faire mal à Posner, puis comme catch lightning in a bottle, puis terminer Adam Posner, ce serait vraiment spectaculaire. Mais je pense que c'est Adam Posner qui se doit d'aller chercher la victoire dans ce combat-là. Après ça, le retour du White Lion, Johan Lennes, est de retour pour Samouraï MMA. Il va affronter Big Mac Larson. Belle fiche, le Big Mac Larson, quand même, chez les professionnels. 7 victoires, 1 défaite. Sa seule défaite chez les pros était survenue à son tout premier combat. Par la suite, invaincu depuis mars 2022, enchaîné 7 victoires d'affilée. 6 par soumission, puis 1 par KO. Donc, ne fait que terminer ses combats. Très, très bon grappler. Ça va être un fight, ça, les chums, honnêtement. Là, pas un retour facile là, pour Johan Lennes depuis son séjour à l'UFC. Johan Lennes a une fiche de 9-3, donc évidemment, il a l'expérience de l'UFC. Si Johan Lennes a confiance en lui, confiance en ses moyens, il est dans un bon état d'esprit, il peut vraiment battre Mac Larson, selon moi, que ce soit debout ou au sol. Johan va être plus grand, va être plus gros, va être plus fort. Très bon grappler, Johan, des bonnes soumissions. Même chose pour Mac Larson. Mac Larson a tendance à se faire contrôler. Ses adversaires vont souvent essayer de le soumettre avant qu'il reverse la situation puis qu'il te soumette. Fait que je pense que Johan va réussir probablement à contrôler le début du combat avec son striking. Il frappe fort. Mac va peut-être essayer d'amener ça au sol. Là, Johan va comme prendre le dessus dans l'échange de grappling. Puis là, ça va être est-ce que Johan peut mettre le stem sur le combat puis terminer Mac Larson rapidement, que ce soit avec... Je pense que si je suis Johan, j'essaie de terminer le combat plus en ground and pound que d'essayer d'aller chercher une soumission. Parce qu'encore une fois, Mac Larson, souvent, il est en train de... Son adversaire essaie de passer une soumission, puis c'est lui qui reverse la situation, puis qui soumet son adversaire. Fait que je prévois Johan essayer de le soumettre. Ça ne marche pas. Johan, des gros pipes. Ce qui fait en sorte que tu t'essouffles plus rapidement. Puis je prévois Mac Larson, revirer la situation. Puis Johan s'est déjà fait soumettre 2 fois à ses 2 derniers combats, donc il pourrait tomber dans une espèce de spirale puis se faire soumettre par Mac Larson. Fait que si je suis Johan, puis je réussis à contrôler le début du combat, j'y fais peur avec mon striking. Johan qui a Mac Larson est au courant que Johan Lennes est capable de te geler frette s'il faut. Fait que Johan impose ta boxe, essaie de bloquer les tentatives d'amener au sol de Mac Larson. Puis si tu as l'occasion, ben, contrôle-les contre la cage, frappe-les, fais-y fort. Essaye pas de grappler avec Mac Larson, ce serait mon conseil. Je peux voir Johan, là, encore une fois, là, réussir à amener Larson au sol. Puis Larson qui essaie des soumissions, mais Johan qui fait juste comme se défendre des soumissions puis qui lène des strikes de ground and pound. Honnêtement, c'est la façon que je vois Johan Lennes remporter ce combat-là. Sinon, il peut réussir à geler Mac Larson aussi debout. Mac Larson, lui, peut essayer de striker un petit peu avec Johan, faire des changements de niveau pour essayer d'y faire peur puis d'y montrer qu'il va essayer d'amener Johan au sol, lui montrer plusieurs options pour que Johan y pense à ce qui est en train de se passer. Parce que si Mac essaie de shooter direct
Je pense pas que ça va marcher, honnêtement. Mais comment Mac peut gagner ce combat-là, c'est par soumission. Il va pas KO Yohan Lennes. Je pense que Mac se doit, plutôt que tard, d'amener le combat au sol. Peut-être même là, vraiment de donner espoir à Yohan, comme quoi Yohan pourrait le soumettre, puis c'est comme ça que McLaughlin est à son meilleur. Mais je pense que Yohan a les outils nécessaires là, pour aller chercher une victoire, puis rebondir de belle façon le White Lion. Co-main event, Tommy Morrison contre Max Quinones. Tommy Morrison qui ne défendra pas sa ceinture. Puis ça, les chums, je ne vous cacherai pas que ça me tracasse un peu. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi c'est un catchweight à 128 livres. Tommy qui est champion. S'il veut, il faut qu'il défende sa ceinture. C'est ça qui look good, là, que ce soit pour Samouraï MMA ou aux yeux des plus grandes organisations. Il faut que tu défendes ta belt. Là, tu fais un catchweight à 128 livres, fait que on dirait que tu t'enlèves la pression. Tu es comme, OK, même si je perds pas ma ceinture. Fait que ça, c'est un peu weird déjà en partant comme mindset, mais Tommy, c'est Rambo. Là, fait que c'est pas du genre à se laisser avoir par des trucs mentalement. Là. Il y a un mental de fer, Tommy, mais j'aime quand même pas ça que ce soit un catchweight à 128 livres. Puis mettons, tu me dis, c'est parce que Max Quinones peut pas faire 125. Fait que là, il a décidé de faire un catchweight avec Tommy à 128 parce que c'est un bon fight pour Tommy. Là, je peux comprendre. Mais si c'est plus du camp Samouraï / Morrison qu'on décide de pas défendre la ceinture, pas sûr que j'aime ça. Bref, Max Quinones, 5-2 chez les professionnels, revient d'une défaite par guillotine, donc il est soumettable, le chum. C'est cependant la seule fois qui s'est fait finir chez les pros, mais c'était à son dernier combat, c'était cet été, le 26 juillet 2024, guillotine face à Gustavo Villamil. Pas mauvais, Gustavo Villamil, honnêtement, là, un combattant qu'on pourrait voir dans les grandes ligues très bientôt, je crois, peut-être potentiellement à Contender Series. Fait que c'était comme si Quinones remportait cette fight-là, c'est lui qui allait avoir l'appel de l'UFC. Il a perdu. Il s'en vient pogner le champion de Samouraï MMA en Tommy Morrison. Il est très, très bon, Max Quinones, honnêtement. Principalement un grappler. Va souvent commencer à shooter dès le début du combat et essayer d'amener le combat au sol. Une victoire par soumission par rear naked choke. Tommy Morrison ne va pas se faire soumettre. Je serais très, très, très surpris. Il y a tout un KO à sa fiche. Le chum Max Quinones, un flying knee. Genre, un des plus beaux KO là, de 2023. C'était l'année passée, là, puis allez voir ça là, contre Alvin Welch au CFFC, là, un jumping knee de malade. Max Quinones est quand même... c'est un gars qui va shooter rapidement, mais c'est quand même un gars qui est excitant, puis il va soit essayer de te soumettre. C'est rare qu'il va juste comme faire du control grappling, du cage wrestling. Il veut t'amener au sol, puis essayer de te ground and pound ou de te soumettre. Fait que ça va vraiment faire tout un clash avec Tommy Morrison. Tommy qui, lui, est toujours invaincu, évidemment. 7 victoires, 0 défaites. Gonflé à bloc. Gagné la ceinture à son dernier combat en juin 2024. A pris une petite pause, est allé en France, s'entraîner. Là, il revient. Encore une fois, je trouve ça dommage qu'on ne défende pas la ceinture. C'est dommage. Je pense que Tommy a les outils nécessaires pour battre Max Quinones. Je pense que ça va être un classique Tommy Morrison fight, puis ça va être back and forth. Ça va être une décision pour Rambo Morrison dans un combat qui ne sera pas facile, mais je pense que Tommy va être en mesure de stuffer les amener au sol de Max Quinones, mais Tommy il aime ça aussi peut-être faire du grappling puis aller au sol. Fait que ça va sûrement s'échanger des tentatives d'amener au sol. Debout, ça va striker, ça va être divertissant, mais je pense que les deux ont sensiblement le même niveau de striking. J'aimerais voir Tommy y aller d'un finish spectaculaire, évidemment. Là, il est allé chercher son premier finish chez les pros à son dernier combat. Circonstances controversées, certes, face à James Clark, mais c'était un finish coup de genou au corps qui avait terrassé James Clark. Fait que ce serait bon pour Tommy d'enchaîner un autre finish contre Max Quinones. Ce ne sera pas facile. Le gars s'est fait finir une fois, c'était par guillotine. Pas impossible que Tommy le soumette non plus. Si le Quinones revient de sa défaite par guillotine, il est un petit peu suspect à ce niveau-là. Tommy peut largement te soumettre. Là. Excellent grappler, Tommy Morrison. Ça va être un bon fight. Je pense que ça va aller à la décision, honnêtement. Encore une fois, le fait que la ceinture ne soit pas en jeu, je trouve ça bizarre un peu. Puis j'espère que ça ne va pas jouer sur le moral de Tommy qui va se dire, écoute, même si j'échappe ce combat-là, j'ai encore ma ceinture. Je pense pas. C'est quand même une possibilité. Mais j'ai Rambo gagnant face à l'Américain Max Quinones. Puis là, 8-0 pour Tommy, là, on peut commencer à parler de grandes choses. J'aimerais le voir défendre sa ceinture au moins une fois à Samouraï, mais
La suite nous le dira. Et finalement, le main event of the evening, l'attraction principale, Jonathan Big Joe Ramsey, Showtime, qui est de retour à Samouraï MMA après sa défaite face à Danny Mallette à Samouraï MMA 10 à Laval. Joe qui est de retour, puis cette fois-ci encore pour la ceinture des Super Welterweight à 175. On lui donne le Mexicain Rodrigo Cezinando. C'est la tâche qui attend Jonathan Ramsey, champion Battlefield Fight League. Gros gars. Honnêtement, Rodrigo Cezinando, Jiu-Jitsu brésilien de feu, incroyable. 7 victoires, 1 défaite chez les pros. Seule défaite est survenue par décision face à Vilker Lemoche, qui est un bon combattant qui s'est battu à Brave FC. C'est probablement le meilleur combattant que Rodrigo a affronté, puis il a perdu compte. Au début de sa carrière, il soumettait des dudes, il KO'ait des dudes, mais c'était pas des top. Mais là, récemment, défendu sa ceinture à Battlefield Fight League, il l'avait emporté contre Scotty Stockman par rear naked choke au premier round, puis après ça, ground and pound Dario Sinagoga au premier round également. Donc, Rodrigo Cezinando, un gars qu'il faut que Joe prenne au sérieux. Joe qui s'entraîne à American Top Team, s'entraîne fort, s'entraîne avec d'excellents combattants. Je pense que Rodrigo Cezinando est trop une menace au sol pour que Joe veuille jouer là avec Rodrigo. Je pense que Joe doit garder ce combat-là debout. Absolument. K1, Glory, Kickboxing, Jonathan Ramsey. Il faut qu'il soit à son top niveau kickboxing. Il faut qu'il stuffe les amener au sol de Rodrigo Cezinando. Puis d'ailleurs, au dernier combat, il affrontait justement un bon striker en Danny Mallette. Puis c'est Joe qui essayait d'amener le combat au sol. Danny, bonne défense de takedown, a réussi à brûler la gas tank de Joe pour le terminer debout. Pas un combat facile pour Joe Ramsey contre Rodrigo Cezinando. Ben honnêtement, les chums. Rodrigo qui avait ground and pound Sinagoga au dernier combat. Je ne suis pas certain si c'est Sinagoga qui s'est fait comme clip, puis là, le combat est allé à terre, puis Rodrigo le ground and pound, ou est-ce que c'est Rodrigo qui a réussi à amener Sinagoga au sol puis qui a le ground and pound? Mais le résultat est le même, c'est victoire par ground and pound au premier round, puis juste avant ça, c'était victoire par rear naked choke au premier round. Fait que Joe, j'espère que sa gas tank est meilleure qu'elle a été à son dernier combat face à Mallette. Je sais qu'il y avait des circonstances bizarres aussi. Le fait qu'il voyage souvent entre la Floride puis le Québec, est-ce que ça peut lui nuire en termes de justement, est-ce qu'il peut vraiment comme travailler fort sur son cardio? Je sais qu'il travaille fort sur son MMA ou American Top Team, mais c'est sa gas tank qui a tendance à lui nuire. Là. Joe n'a pas souvent été jusqu'au bout de la décision, sauf le premier combat contre Mallette. Ça, c'était du grand Joe Ramsey. Puis c'est ce Joe Ramsey-là qui peut battre Rodrigo Cezinando lors du premier combat à Sherbrooke. Game plan de fou avec les leg kicks, puis avait réussi à... C'était presque fait finir à la fin, puis avait réussi à amener Danny au sol. C'était magnifique. C'était pas le même Joe qu'on a vu dans le rematch. Fait qu'il faut qu'on ait un Joe en pleine forme, qui soit très conscient du danger de son adversaire au sol. Il ne faut pas que Joe se laisse aller au sol facilement, puis qu'il pense qu'il peut rivaliser. Peut-être qu'il peut, mais honnêtement, Cezinando est une trop grande menace au sol pour Joe Ramsey, selon moi. Joe peut le battre debout. Avec un bon striking, Joe il frappe fort. Il faut qu'il enchaîne les coups. Il a tendance à lancer des gros coups de pied et des grosses mains gauches. Il faut qu'il essaie de travailler un petit peu plus en combinaison de Joe Ramsey. Bloquer les tentatives d'amener au sol. Peut-être sortir les coups de genoux. S'il voit que Rodrigo essaie de le shooter, mettons que Joe domine en striking, il faut que Joe lui montre que ce ne sera pas facile pour Cezinando de l'amener au sol. C'est un gars qui finit souvent ses combats rapidement aussi, là, Cezinando, là, en 9 combats. 6 sont terminés au premier round, 1 au deuxième, puis 2 décisions. Fait que ça va être un gros fight. Peut-être que c'est un 5 rounds parce que c'est pour la ceinture des 175 livres, mais je serais bien gros surpris que ça aille jusqu'au bout. Puis si c'est le cas, ben, ça va être une putain de guerre, puis définitivement un des meilleurs combats qu'on aura vu à Samouraï. Parce que c'est deux gars qui sortent fort, c'est deux gars qui aiment terminer les combats rapidement. Un gars qui est peut-être un peu plus un grappler du jiu-jitsu en Rodrigo Cezinando, puis Joe Ramsey qui s'est fait connaître par ses KO percutants en début de combat. Je pense que Joe, il faut qu'il fasse mal à Rodrigo rapidement. Puis là, si Joe réussit à stuffer les takedowns, un bon Muay Thai clinch, dropper les coudes, dropper les genoux, faire mal vraiment à Rodrigo Cezinando, travailler au corps, peut-être éviter un peu les coups de pied parce que c'est ça qui pourrait faire en sorte que Rodrigo serait en mesure d'attraper un coup de pied puis de l'amener au sol. Quoique un bon coup de pied sur le bord de la gueule, ça n'a jamais fait de mal à personne.
Fait que c'est un esti de fight, honnêtement, le main event. Le Joe Ramsey contre Rodrigo Cizanendo, double champion chez BFL. Je pense que Joe va être un peu plus gros. Fait qu'écoute, peut-être qu'il va se rendre compte au corps à corps qu'il est plus fort que Rodrigo puis qu'il veut lutter avec. Lutter, ça va. Mais au sol, je serais un petit peu inquiet si je me retrouve au sol puis je suis Joe Ramsey. Mais qui sait? Qui sait, les chums? À suivre, ça va être un esti de fight, ça c'est sûr. Main event of the evening. C'était mes analyses et prédictions de la carte de Samouraï MMA. Les chums, puis laissez-moi savoir comment vous avez aimé ça. On se voit à mon retour en Thaïlande. Je vais évidemment faire un recap de la carte, de comment ça va essayer de passer. Mais ça devrait être un bon show, c'est au casino. Puis là, quand la vidéo sort, ben, c'est le vendredi. Fait que si vous n'avez pas vos billets, je ne suis pas sûr qu'ils vont en rester parce qu'il y en avait juste 500 disponibles. Mais bref, ça va être sur Fight Pass. Écoutez-les en anglais, écoutez-les mon boy Faberglass. Puis c'est ça les chums, on se revoit très bientôt. Bon samouraï à tous.